Allez, je vais pas faire une vidéo. Allez. Coco. Coco. Et voilà. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sous le beau soleil catalan pour un beau question-réponse. Là, le stage est terminé, j'avais quelques questions qui s'étaient accumulées. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour un temps, allez, on va dire, on se fait une durée de batterie, un maximum, donc 1h30, 1h40, j'aurais pas beaucoup plus que ça, mais on va se faire une durée de batterie. Ça sera une bonne mesure maintenant, une batterie de questions, des questions qui me sont arrivées par différents biais, au travers de YouTube, au travers de Facebook aussi, puis grandement au travers aussi de toutes les questions que vous nous envoyez chaque jour, et je vous en remercie sincèrement. Et bon, il y en a certaines auxquelles je réponds directement, enfin que j'utilise pour m'inspirer des vidéos, puis il y en a d'autres qu'on traite en questions-réponses. Et c'est pour moi vraiment un moment privilégié, ces questions-réponses, pour revenir encore et encore sur la base. La base est le paradigme principal. Et le paradigme principal, vous savez, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'école du corps con et de l'école du corps parfait. Le paradigme principal, il se situe là. L'idée principale, elle se situe là. C'est-à-dire, est-ce que tu as un regard sur le corps qui est celui de quelque chose de dysfonctionnel, qui peut te poser des problèmes, qui tombe malade, ou est-ce que tu as un regard sur le corps qui te fait interpréter tous les phénomènes qui peuvent se passer à l'échelle du corps comme des symptômes, et tu considères que ton corps, il est parfait, d'une certaine manière, et c'est vraiment difficile à exprimer, ça paraît un peu délirant même quand on le dit comme ça, c'est que la maladie n'existe pas. La maladie n'existe pas, au sens commun du terme, la maladie n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est des symptômes, et ces symptômes sont une manifestation de ta vitalité, c'est une manifestation de la vie en toi et de la vie qui va vers la vie. C'est-à-dire que la nature de la vie, c'est d'aller vers la vie. Tous les symptômes que tu peux avoir, quels qu'ils soient, aussi handicapants, aussi lourds, qu'ils soient, sont des symptômes de la vie, sont des manifestations de la vie en toi. Et tu vas me dire, oui, non, mais alors, oui, mais moi je suis quasiment mourant. Tu es quasiment mourant, mais tu es encore vivant. Et encore à cet instant-ci, ton corps est en train de faire tout ce qu'il peut avec les ressources qui sont les siennes pour aller vers la vie. Et donc toi, ta responsabilité, c'est d'entendre ces symptômes, d'entendre ces messages et de lui donner les bons matériaux pour qu'il puisse aller vers la vie, pour qu'il puisse prospérer. Quels sont tes besoins vitaux? Enfin, c'est juste ça la question à laquelle on revient sans cesse. Quels sont vos besoins vitaux? Quels sont nos besoins vitaux, littéralement? Et répondons-y. Répondons. On va y répondre, parce que là je suis en train de me planter dans la conjugaison, on va y répondre, ou en tout cas on peut choisir d'y répondre. Si on choisit d'y répondre, ben on va vers la vie, et si on va vers la vie, ben on est vivant. Vous savez, parfois c'est d'une simplicité telle, ça nous crève les yeux. Ça nous crève littéralement les yeux. Et pourtant, moi il m'a fallu presque 10 ans pour vraiment avoir ce basculement. J'ai tourné autour en cercle concentrique, un petit peu autour, jusqu'à arriver vraiment à l'évidence. Et quand on touche l'évidence, waouh! Mais c'est d'une simplicité. Alors c'est vrai qu'au début ça peut choquer, parce que tu te dis, ouais, non mais les gars qui parlent non, ils parlent pas de santé, excuse-moi, qui parlent de maladie, ils ont fait bac+10. Ouais, parce qu'il faut peut-être bac+10 pour parler de maladie. Bah, il faut bac-10 pour parler de santé. Il faut pas grand-chose. Faut même peut-être retrouver un peu son âme d'enfant et pouvoir voir les évidences. Des fois, vous savez, notre vue, elle est tellement brouillée par l'intellectualisation, la cérébralisation des choses, qu'on n'arrive pas à voir les évidences, qu'on n'arrive pas à voir que l'humain a des besoins vitaux. Voilà, par exemple, il a besoin de respirer un air de qualité, il a besoin de manger une nourriture de qualité, il a besoin d'avoir des relations humaines épanouissantes, et que le non-respect de ces principes-là conduit à la mort. Et que les symptômes qui vont apparaître tout au long de notre vie ne sont que des manifestations, des signaux de la vie en nous qui réagit et qui manifeste, qui nous dit attention, ça va plus, quoi, tu étais en train de franchir la ligne. Et puis chaque symptôme est plus intense, on va dire d'une certaine manière, mais de manière à, tu sais, regarde, je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes. Quand moi je monte dans ma voiture par exemple, eh bien si je boucle pas ma ceinture, ça fait bip, bip,
bip. Au bout d'1 minute, ça fait bip, 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 bip. Au bout de 2 minutes, le bruit est de plus en plus intense jusqu'à te casser les oreilles. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les symptômes toute notre vie. Les symptômes sont de plus en plus intenses, de plus en plus handicapants, jusqu'à être pratiquement, on te dit oui, alors telle maladie va causer ta mort. Mais attends, qu'est-ce qui prouve que le cancer tue? Ce qui tue, le cancer étant un symptôme, et tu vas comprendre où je veux en venir, le cancer étant un symptôme, le symptôme ne te tue pas. Le symptôme est une manifestation. Ce qui tue, c'est l'épuisement de l'organisme, l'épuisement en ressources de l'organisme, la prolifération de déchets. Et le cancer est une manifestation de cette prolifération de déchets. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu joues avec les mots. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça change complètement le regard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu ne combats plus le cancer, tu favorises la santé. Et favorisant la santé, tu changes les conditions qui faisaient que ce symptôme devait apparaître. Et c'est radicalement différent, parce que l'une des perversions de la maladie, c'est de nous faire nous retourner sur notre nombril et sur notre souffrance. J'ai été gravement malade, comme on dit, donc je sais très bien ce que c'est. On ne pense plus qu'en ces termes-là. Toute notre vie est organisée autour de la maladie. Et la maladie a gagné. Elle nous a fait nous hyper focaliser sur elle. C'est-à-dire, on ne voit plus le reste. Et on ne voit plus quoi? L'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la santé. Donc on ne pense plus en termes de santé, on pense en termes de lutte contre la maladie. La maladie nous draine littéralement toute notre attention. Tu sais, c'est comme quand tu vis avec quelqu'un qui a un comportement de manipulateur, pervers et ainsi de suite. Et cette personne fait tout pour que tout tourne autour d'elle. Tout tourne autour de son histoire. Tout tourne autour de son nombril. Et en permanence, on est focalisé sur elle. Et dès qu'on risquerait de s'échapper dans quelque chose, cette personne, par ses provocations, par sa violence, nous ramène à elle. Mais là, c'est pareil. La maladie, c'est la même chose. La maladie telle qu'elle a été imaginée, parce que c'est une construction imaginaire, eh bien, elle fait qu'en permanence, on a le nez dessus. Et ce faisant, on ne nourrit pas ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est la santé. Là, par exemple, assis tranquillement au soleil, en train de faire ma photosynthèse, je suis en train de nourrir ma santé. Je ne lutte pas contre la maladie, je nourris la santé, je me régénère, je permets à mon corps de se régénérer. Alors on est parti pour 1h30, 1h40, on va voir un peu la durée de la batterie, pour parler de santé. Donc on est d'accord, plouf plouf, c'est les règles du jeu, on ne va pas parler de maladie dans cette vidéo. Alors peut-être qu'on va utiliser des mots qui réfèrent à l'ancien monde, le monde de la maladie. On y est un peu obligé, puis c'est un peu les codes qu'on a entre nous, je te l'accorde, mais globalement on va tirer vers la santé. C'est-à-dire que la lutte symptomatique, c'est pas mon truc. Je suis pas bon pour ça, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est la santé et c'est te donner des conseils en matière de santé. Alors, on va partir tout de suite. Ah non, j'avais noté plein de choses. Ouais, j'avais noté plein de choses. Alors déjà, premièrement, je reçois beaucoup de questions par rapport aux rencontres de la régénération. Donc je le répète, je vous mets le lien du site des rencontres de la régénération sous cette vidéo. Vous faites bien d'être dans les starting blocks parce que vu le nombre de mails que j'ai reçus pour ces rencontres de la régénération, je pense que les places vont partir à toute vitesse. Mais on ne peut pas faire de passe droit, on ne peut pas ouvrir des places avant, c'est pas possible. C'est pas la peine de m'écrire dans ce sens-là. Tout le monde sera logé à la même ancienne au 1er mars. Alors, 1er mars minuit, d'habitude, tu as des gens qui font la queue devant les magasins Apple pour le lancement de la nouvelle tablette Apple. Là, vous allez faire la queue devant votre ordinateur pour être sûr le 1er mars à minuit d'être disponible. Je ne sais pas si ce sera minuit, je ne peux pas vous l'assurer. Il faudra voir l'équipe comment ils gèrent ça. Mais le 1er mars, les inscriptions seront ouvertes. Par contre, dès à présent, vous pouvez vous rendre sur le site pour voir des informations, pour repérer déjà l'adresse du site. Et l'adresse du site, elle est juste sous cette vidéo. Dans la description, vous déroulez la description sur YouTube et vous allez voir l'adresse des rencontres de la régénération. Vous allez voir, il y a un compte à rebours sur le site. Vous allez pouvoir vous y rendre. Et le 1er mars, vous pouvez réserver vos places pour les rencontres de la régénération qui vont se passer le 7, 8, 9, 10 juin. Je rappelle, c'est un moment extrêmement festif. Ça sera le deuxième en date. On sera un peu comme l'année précédente, c'est-à-dire environ 2500 personnes à peu près, réunies pendant 4 jours pour faire la fête, célébrer le vivant, célébrer le plaisir d'être ensemble. Ça passera par des conférences, des ateliers, des jeux, des exercices, des challenges qu'on va se lancer entre nous, des spectacles le soir, de la musique. Enfin, on vous a concocté un programme assez incroyable. Vous pouvez me faire confiance, ça sera du bon, ça sera du très bon. Ceux qui étaient présents aux premières rencontres de la régénération savent à quel point c'était joyeux et généreux dans le partage. Ça va être la même chose, ça va durer un jour de plus en plus et ça se passe toujours pareil à Isis, au camping Isis en Cévennes, à Saint-Julien-de-la-Nef, un petit peu au nord de Ganges, à 50 km au nord de Montpellier, dans les pré-Cévennes, dans le début des Cévennes. Et ça va être vraiment 4 jours de partage extraordinaire. Donc allez déjà sur le site, vous allez repérer, vous allez voir, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous pourrez même revoir le film des dernières rencontres de la régénération qui avait été réalisé par Pierre Allaire, que je salue, que je remercie. Autre annonce, je vous ai parlé plusieurs fois d'un stage qui allait avoir lieu
fin mars, le 30-31 mars, un stage de 2 jours que j'organise au domaine Belric dans les Pyrénées-Orientales, là où je donne traditionnellement les stages. Mais là, au lieu de durer 6 jours, ça dure 2 jours ultra intenses. Et bien, ça y est, les inscriptions sont ouvertes. Là, pareil, vous avez le lien juste sous la vidéo. Et là, dépêchez-vous, il y a 65 places et je pense qu'elles seront prises dans la journée où on va publier cette vidéo. Donc, dépêchez-vous, il y a les hébergements qui sont inclus, vous payez un acompte et vous réglez le solde sur place. Vous allez voir, il y a le lien et il y a tout le descriptif un petit peu de ce que vous allez faire pendant ces 2 jours. Globalement, c'est mon stage de 6 jours, mais ramené à l'échelle de 2 jours. On va moins dans les détails, mais l'esprit, la moelle, la matière, elle y est. Vous repartez de ces 2 jours avec vraiment un plan adapté, individualisé, que vous aurez vous-même construit pour avoir un chemin vers le retour vers la santé. Pour vous ou vos proches et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un super projet. 2 jours, c'est très intense. Je suis avec vous les 2 jours, totalement. Il y aura beaucoup de théorie. Il y aura aussi de la pratique. Vous allez voir, on va respirer, on va même se baigner dans l'eau froide pour ceux qui veulent. Donc, je vous indiquerai, il faut penser à prendre un maillot, ainsi de suite. Ça va être énorme, ça va être intense. Vous pouvez arriver le vendredi soir, vous pouvez repartir le lundi matin, vous pouvez donc en profiter pour passer 3 nuits sous le beau soleil catalan et profiter de la mer qui est à quelques kilomètres, de la belle plaine catalane. Vous pouvez en profiter à fond, il n'y a pas de problème. Ça se passe le 30 et le 31 mars et c'est directement sous la vidéo. Sinon, moi j'avais plusieurs choses à vous dire. Premièrement, je tenais, j'ai fait quelques vidéos dans les décombres de ma grange, on va pas faire trop long, mais j'ai fait quelques vidéos dans les décombres de ma grange. Il se trouve que vous avez été très nombreux à nous faire un don. Alors sur l'initiative de mon ami Eric Viard, c'est pas mon initiative, j'aurais pas pensé à demander de l'argent pour notre petit cas personnel, mais il l'a fait et j'ai pas craché dessus parce qu'effectivement on était en situation très précaire suite à cet incendie, dans la mesure où les assurances mettent pas mal de temps à commencer à rembourser quoi que ce soit, et en sachant que le remboursement il sera mineur, puisque comme je vous l'avais expliqué, étant en travaux, j'avais absolument toutes mes affaires dans la grange, tous mes vêtements, tous nos meubles, tous les vêtements des enfants, tous les jouets des enfants, tout mon matériel vidéo quasiment, à part mon appareil photo, heureusement, qui était avec moi dans un autre bureau. Ordinateur, imprimante, tout a absolument brûlé. Vous savez comment ça se passe quand il y a une indemnisation, il y a une vétusté et tout. Donc enfin bon, là, c'est un peu compliqué. Et vous avez été très nombreux à nous faire un don. Je vous ai renvoyé un message pour vous remercier avec un message audio, mais parfois c'est pas passé dans les mails. Alors je tenais simplement à vous le dire à quel point ma femme Marina, les enfants et moi, et les animaux et tous les gens qui gravitent autour de nous dans ce mas, eh bien, nous sommes touchés de votre soutien. C'est même c'est un cadeau extraordinaire et qui arrive juste à point nommé, parce que là on allait avoir du mal au niveau financier ce mois-ci à finir le mois. Donc là vraiment ça tombe juste d'une façon merveilleuse. Votre générosité nous touche énormément et j'avais envie de vous dire, moi ce question-réponse, c'est aussi une marque de ma gratitude, hein. C'est ce que je disais à tout le monde. Je disais c'est parce qu'on reçoit qu'on a envie de donner aussi, et ça c'est très important, et c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Et vraiment, moi, quand je reçois autant de générosité, quand je reçois autant de bénédictions, eh bien, la seule chose que ça me donne envie de faire, c'est de dire à la famille, bon, là, je prends 2 heures et je vais enregistrer une question-réponse. Ouais, je prends quelques heures et je vais bosser un sujet pour faire des vidéos encore meilleures, plus claires, plus concises, plus efficaces. Et c'était déjà ma détermination, et elle ne fait qu'être renforcée par une telle générosité. Donc merci sincèrement, toute la famille et moi-même, on vous remercie beaucoup pour cette générosité qui nous porte énormément. Et d'ailleurs, tenez, une manifestation de ce remerciement, par exemple la formation cure de jouvence, dont je suis très très content, et vos retours sont élogieux et j'en suis vraiment ravi, parce que cette formation, je l'ai faite avec mes tripes, pour vous, vraiment, pour répondre à une finalité, quelque chose que je n'arrivais pas à faire quand je faisais des vidéos séparées sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai fait un programme complet que je vous amène pour que vous puissiez réellement vous autonomiser en matière de santé. C'est vraiment pensé comme ça, et c'est quelque chose qui marche, puisque j'ai vos témoignages. Enfin, j'en avais imprimé quelques-uns, je vous en dirai quelques-uns tout à l'heure, peut-être si vous voulez, mais ça marche super fort. Ça marche super fort, vous êtes tous ravis, et a priori, ça marche très très bien. Bon, peu importe, on n'est pas là pour se cirer les pompes. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'au lancement, j'avais proposé une formule un petit peu de promotion dans laquelle il y avait la formation cure de jouvence, et gratuit, j'offrais le niveau 1 en hygiénisme, qui est une formation qui correspond à un stage qui a été filmé il y a de cela 2 ans, et qui correspond à ma formation, la formation que je donne en stage de physiologie, donc approfondie. La formation cure de jouvence est à visée efficace et pratique. La formation hygiénisme niveau 1, c'était beaucoup plus théorique, mais c'est très intéressant. Et j'avais dit, bon, on arrêtera ça le 10 ou le 11 pour l'anniversaire des vidéos, des 8 ans de vidéos de Régénère.
Vous avez été nombreux à me le demander, on poursuit la promotion au moins jusqu'à fin février, mais je me dis on va continuer encore peut-être un petit peu. Donc il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps, cette formation vous attend pour ceux qui sont motivés, pour celles et ceux qui sont motivés, et je suis vraiment ravi de vous l'offrir dans ces conditions. Vous allez voir, c'est un pack qui va vraiment vous amener à des kilomètres au-dessus en termes de régénération, parce que vous allez avoir un plan structuré. Pour ceux qui l'ont déjà, nickel, enfin qui ont déjà un plan structuré en tête au travers de ces vidéos, super. Ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont des difficultés, qui ont envie d'être accompagnés, ben voilà, ce programme est là pour vous. Et puis je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de toutes les annonces. On est où? 15 minutes, tranquille. On a petite coco. On va s'ouvrir une petite coco. Ah non, parce que parler quand même, ça déshydrate. On va s'ouvrir une petite coco au soleil, tranquillement. Et on va être parti pour un bon petit question-réponse. J'aime les questions-réponses aussi parce qu'il y a le temps. Vous savez, ça c'est une dimension. Je ne sais pas vous, mais moi il y a un truc que j'adore. C'est soulever avec le doigt le petit capuchon là, comme ça, et manger la coco. Alors je vais pas le faire là parce que je vais vous faire, mais cette petite partie là, je trouve ça délicieux. J'aime bien prendre le temps pour faire les vidéos. J'espère que vous l'avez aussi, mais c'est pour moi c'est un vrai temps de pause. Hein, et puisqu'on parle souvent de repos pour l'organisme, hein, je tiens déjà en début de vidéo à repréciser cette notion. C'est vraiment pour moi c'est essentiel puisqu'on parle souvent et on va être amené à parler souvent d'épuisement quand on parle de santé hein, et de maladie, d'expression symptomatique. On en revient à l'épuisement. Il faut bien comprendre que les organismes vivants ne fonctionnent pas comme des machines et ça je le répète tout le temps en stage, tout le temps en stage. Les organismes vivants ne sont pas des machines. Une machine, si tu ne l'utilises pas, elle ne se dégrade pas. Elle reste, elle attend, son état reste normal. Si tu l'utilises, elle s'use. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de régénération possible. Ça ne va que en descendant, ça ne va que en se dégradant. Par contre, si tu l'utilises peu, eh ben, elle va se dégrader peu. Et si tu l'utilises pas, elle ne va pas se dégrader du tout. Un organisme humain, c'est complètement différent. Un organisme humain se régénère hein, quand il est au repos. Un organisme humain est fait pour être utilisé. C'est-à-dire, contrairement à une machine qui s'use quand on s'en sert, un organisme humain prospère quand on s'en sert dans les limites de ce qu'on appelle sa capacité adaptative, c'est-à-dire dans la limite de ses possibilités, sans le faire forcer outre mesure. Si tu le surutilises, il s'épuise. Si tu le sous-utilises, il s'atrophie et il s'abîme dans sa fonction. Et quand je fais des vidéos comme ça, ben, j'atteins quelque chose qui est du domaine de la joie, du plaisir, je fais ce que j'aime faire, je fais ce que je suis appelé à faire, et pour moi c'est un grand moment de repos, donc un grand moment de régénération. Donc je vous remercie sincèrement de me permettre d'avoir ces 1 heure et demie de régénération dans lequel vraiment je fais ce qui est bon pour moi. Et cette notion elle est essentielle quand on parle de santé, parce que souvent je rencontre des gens avec qui je discute de santé et puis ils me disent voilà, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, bon j'ai corrigé mon alimentation, ça s'est un peu amélioré mais c'est pas encore la folie et ainsi de suite, et chaque fois je lui dis non mais réalise à quel point peut-être ton cadre de vie, tes conditions de vie, tes circonstances de vie ne sont pas adaptées hein, et ne te mettent pas en joie. Et si tu n'es pas en joie, si tu es en stress, si tu es en résistance, alors à ce moment-là, tu es en train de t'épuiser automatiquement. Et c'est prioritaire. C'est prioritaire. Souvent, je présente en stage, je présente la question de la santé comme une enquête. Je leur dis voilà, au stade où vous êtes, vous avez une multiplicité de symptômes. Ces symptômes vous indiquent que votre capacité adaptative est dépassée. Maintenant, lancez-vous dans une enquête pour savoir dans quel domaine votre capacité adaptative est dépassée. Est-ce que c'est dans le domaine de l'alimentation? Auquel cas, tu corriges ton alimentation. Est-ce que c'est dans le domaine du rythme de vie? Auquel cas, tu corriges ton rythme de vie. Est-ce que c'est le cadre dans lequel tu vis, dans lequel tu ne t'épanouis pas? Est-ce que c'est les relations entre ton travail? Est-ce que c'est ton travail en tant que tel? Enfin, trouve ce qui dans ta vie est facteur d'adaptation dépassant ta capacité adaptative et surtout déjà résous-le. Parce que aller vers la santé avec un handicap qui fait que finalement en permanence tu es en train de t'épuiser par suradaptation, ça ne marche pas. Donc c'est une véritable enquête et c'est ça que je trouve fabuleux parce que cette enquête, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Enfin, il n'y a que toi, moi, quoi. Enfin, on ne peut la faire que individuellement. Pour reprendre un terme qui est connoté religieusement, mais que je cite régulièrement parce qu'il est efficace pour moi, il faut faire un examen de sa vie et un examen de conscience. Regardez où on en est. Et en partant du principe vraiment, et qui pour moi est essentiel, hein, c'est que la réponse, la vérité, elle est déjà en nous. Elle est déjà présente en nous.
Notre biologie, notre physiologie, notre âme le sait déjà ce qui est bon, ce qui est pas bon. Elle le sait, tout ce qu'il faut, c'est prendre le temps de l'écouter. Et ça veut dire se poser en silence, tranquillement, se donner des temps comme ça, de repos, loin de l'agitation, et remettre tout à plat. Tu vois, du style, hein, s'amuser à dire, tiens, regarde, imaginons que là, du jour au lendemain, je puisse tout changer. Est-ce que je garderai ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que je garderai mon activité? Est-ce que je garderai le lieu où je vis, les circonstances de ma vie? Est-ce que je suis heureux avec ça? Si la réponse est non, ben tu peux te dire que tout ça, ça te tire en arrière. Tout ça, c'est en train de drainer sérieusement ta santé. Donc, il s'agit d'y répondre. Il s'agit de trouver des réponses adaptées, bien sûr, pas radicales. Tu vas pas changer de femme, d'enfant d'un seul coup, ou de mari. Mais avoir le courage de changer, parce que le symptôme, il est là juste pour ça. Le symptôme, c'est vous savez, c'est un peu comme si vous enfermiez quelqu'un dans une pièce, il est enfermé, et puis il commence à manifester, à taper contre la porte pour dire, écoute-moi, c'est pas possible, je dois sortir de là, la situation n'est pas adaptée. Le symptôme, il te dit que ça. Et quand tu prends des produits symptomatiques, des médicaments, mais j'ose pas dire médicaments, médicago, ça veut dire qui soigne. C'est l'une des perversions de ce monde, c'est d'avoir complètement changé les termes. C'est-à-dire, on te dit, voilà, je te donne un médicament, je te donne quelque chose qui soigne. Mais non, ça ne soigne pas. Ça supprime le symptôme. C'est de la prestidigitation. C'est-à-dire, on supprime le symptôme. On le fait disparaître. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à ta biologie? Non. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à ta santé? Non. Par contre, ça a fait que le symptôme a disparu. C'est-à-dire, globalement, qu'est-ce que ça fait? C'est, t'as quelqu'un qui est en train de hurler dans la pièce d'à côté parce qu'il est en train d'être torturé, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le bâillonnes. Ah, tu dis, il n'y a plus de problème. C'est ça, c'est la situation, tu vois. Tu arrives chez quelqu'un, hein, et tu entends son gamin en train de hurler. Ah, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, et ainsi de suite. Le gars te dit, ah non, mais je suis en train de le torturer. Et là, toi, tu dis, mais non, c'est pas possible, et ainsi de suite. Alors le gars se lève, il dit, oh, excusez-moi. Il y va, il lui met un bout de scotch sur la bouche, puis il revient, il te dit, il n'y a plus de problème. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Tu dis, ah oui, il n'y a plus de problème, tout va bien, on peut boire un verre de jus tranquille tous les deux, on peut trinquer à notre santé? Ou tu lui dis, non, mais attendez, il y a un problème, parce que là, ce que vous faites à votre gamin, c'est pas normal. Hein, et on ne peut pas laisser faire ça. Et tu interviens, tu arrives, tu arraches le scotch, tu libères le gamin. Qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à ton corps? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ta santé? Est-ce que tu te laisses endormir par ce discours médical symptomatique actuel, d'ailleurs médical, qu'il soit médical chimique ou médical naturel, parce que je sais que je me fais souvent engueuler, mais j'assume, je suis catalan et j'ai pas de problème avec ça, mais la plupart des approches naturopathiques, je dis pas toutes, toi tu es un bon naturopathe, mais la plupart des autres, la plupart des approches naturopathiques sont des approches naturopathiques symptomatiques qui en arrivent à la même ornière et à la même impasse que tout ce que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire on s'occupe du symptôme, Et d'ailleurs, on a tellement été dressé à ça que ce qu'on veut, c'est du symptomatique. Et c'est pour moi la plus grande difficulté dans ce que je transmets. C'est que souvent les gens viennent me voir, dit comme ça, tu vois, ça me fait me mettre sur un piédestal. C'est pas ça, c'est juste que j'ai vachement travaillé cette question, donc j'ai compris des choses à force de travail, mais je viens comme toi, je suis du même niveau, quoi. Mais globalement, ce à quoi on se retrouve confronté, c'est j'ai mal à la tête, quelle solution? Et si tu commences à parler de état du terrain intestinal et ainsi de suite, ce qu'on veut, c'est une solution pour la migraine, une solution pour les acouphènes, une solution pour le nez qui coule, une solution pour la fièvre. Et on veut couper ça tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a été mis dans une culture perverse qui nous fait penser que le symptôme est le problème. Depuis tout jeune, le symptôme est le problème, Et quand on répète quelque chose comme ça toute une vie durant, eh bien on en est complètement imprégné. Donc si je fais autant de vidéos, et si elles sont aussi longues, c'est avant tout pour vraiment que vous imprégniez, tu vois, que ça coule en toi, quoi, littéralement. Ce que je veux, c'est que ton cerveau, il se retourne, quoi, littéralement. C'est que tes yeux, plus jamais, ils ne voient en termes de symptomatologie. Plus jamais, que tu ne te fasses plus jamais avoir. C'est tout le but de ces questions-réponses. Vous voyez, je retombe sur mes pattes. On va se lancer. Alors, petit coup de... je rends mon jeûne sec là, de la journée. Alors, on est parti. Question de... Attendez, je regarde quand même où est-ce qu'on en est au niveau batterie des... Oh, c'est bon, il y a des piles partout, il y a du son. Il n'y a rien de plus frustrant que d'enregistrer une vidéo et après de ne pas avoir de... Donc là, j'ai mon retour caméra. Nickel, c'est pas flou. Attends, je règle. On se fait ça à la cool entre nous. Voilà, super.
Alors, question de Nature en Corrèze. Salut à toi. J'aimerais beaucoup qu'un jour Thierry nous parle de malformation pour aider les personnes nées avec une malformation. Exemple, malformation cardiaque ou manque d'un membre. Qu'en penses-tu Thierry et que conseillerais-tu? Ma réponse, elle va toujours être la même. On peut focaliser sur ce sur quoi on n'a pas prise. Ce sur quoi on n'a pas prise, c'est la donnée génétique. C'est-à-dire, à notre naissance, on nous a distribué un jeu de cartes. Donc, tu peux passer ta vie à... Alors... Attention, parce que quand je dis ça, alors je le reconnais volontiers, je suis quelqu'un de très volontariste. C'est-à-dire que je suis focalisé sur les efforts que je peux faire moi-même et non pas passer mon temps à essayer de regarder à l'extérieur ce que l'extérieur peut faire pour moi. Et dans ces vidéos, c'est ce que j'essaie de vous transmettre parce que l'extérieur, on n'a pas de prise dessus. Donc, quand on parle de malformation cardiaque, malformation génétique, il manque un membre ou un doigt qui manque ou quoi que ce soit, un handicap, une trisomie et ainsi de suite, il y a deux données toujours. Il y a la génétique et il y a l'épigénétique. La génétique n'existe pas. Voilà, ça c'est comme la maladie n'existe pas, la génétique n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ta génétique ne peut que s'exprimer dans un contexte, dans un environnement. Ton patrimoine génétique s'exprime dans un environnement. C'est l'endroit où tu es né, ton pays, ta nourriture, l'air que tu respires, les mœurs, la morale dans ton pays. Ça va conditionner l'expression de ton patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'on n'hérite pas d'un patrimoine génétique qu'on exprime intégralement, on en exprime une partie et cette partie-là, elle est conditionnée par notre environnement. Alors je vais te dire, ton code génétique, tes données génétiques, la malformation dont tu as hérité de cette malformation. C'est une donnée, c'est la réalité. Vouloir se battre contre ça, c'est de la pure folie. Par contre, dans le cadre de cette réalité, quelle est la marge de progression ? Quelle est la marge de progression ? Je n'ai jamais vu, par exemple, pour l'instant, un enfant trisomique ne plus être trisomique. Par contre, j'ai vu des enfants trisomiques pour lesquels on changeait leur environnement, leur alimentation, leur mode de vie, et voir leur état physiologique, leur bonheur de vivre, leur présence, leur interaction avec les autres, mais exploser littéralement. Alors, oui, il y a des handicaps, peut-être qu'on n'arrivera pas à les ravoir, effectivement, des membres qui manquent ou des choses comme ça, on n'arrivera peut-être pas à les ravoir, ça c'est certain. Mais combien on peut avoir de marge de progression ? Et ça, c'est l'épigénétique qui nous le dit. Et la marge de progression, je ne la connais pas, moi. Et chaque fois, quand je vois quelqu'un comme ça avec un lourd handicap, je lui dis, mais est-ce que tu sais jusqu'où tu peux aller ? Est-ce que tu sais jusqu'où peut te mener ton corps ? T'en sais rien. T'en sais absolument rien. Quand on connaît le pouvoir même de la pensée sur la matière, on peut se dire que certainement, on est loin d'avoir exploré tout ce qui est possible d'explorer. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais... surtout pour les personnes qui ont un lourd handicap, parfois un handicap de naissance ou lié à un accident et ainsi de suite, mais relevez le défi, quoi. Relevez le défi de l'épigénétique. Mettez en place toutes les conditions pour que votre physique, votre matière puisse exprimer tout son potentiel, le meilleur d'elle-même, et laissez-vous surprendre. Ne fermez pas la porte. Ne fermez pas la porte même au merveilleux, à l'extraordinaire. Parce que j'ai vraiment vu des gens pour qui on avait dit tu ne remarcheras plus jamais, tu n'auras plus telle fonction, tu n'auras plus telle fonction. Et malgré tout, ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas cru à ce qu'on leur avait dit. Et c'est qui ? C'est Mark Twain, je crois, qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est à peu près ça. Qui ne savaient pas que c'était impossible, qui ne savaient pas que c'était impossible, qui ne savaient pas que ça n'allait plus remarcher. On leur avait dit, pourtant, mais ils ne l'ont pas entendu. Et parce qu'ils ne l'ont pas entendu, ils ont permis que ça puisse advenir. Donc, dans les cas de lourd handicap, quel que soit votre lourd handicap, il y a toujours une marge de progression. Qui que tu sois, quel que soit, tu vas me dire, oui, mais moi, on m'a enlevé tel organe, on m'a enlevé un bout du côlon, on m'a enlevé un bout des intestins, et ainsi de suite. Oui, mais ta qualité de vie peut être grandement améliorée à partir du moment où tu répondras à tes besoins vitaux. C'est-à-dire que tu vas te trouver au maximum, tu vas aller jusqu'au maximum de ce que ta biologie actuelle peut faire, et même peut-être un peu au-delà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, question de Laurence. Oula, c'est long. Je te remercie Laurence, donc elle me remercie, elle a commencé la formation cure de jouvence, elle me dit je viens juste de commencer la formation et très sincèrement c'est un pur plaisir, c'est clair, précis et structuré, vraiment top, je te remercie. Alors voilà la question, j'ai perdu du poids, donc tu as changé d'alimentation, à 52 ans, je crois ne m'être jamais sentie aussi vivante, tonique, solide, avec cet esprit tellement plus clair, merci. Par contre, j'ai perdu du poids, je suis à 43 kg pour 1m63, mon poids de forme étant de 46-47 kg. Je sais que c'est normal de perdre pour me gagner au départ de cette aventure, rien d'inquiétant car je me sens en super forme. J'espère ne pas en perdre davantage. J'écoute tous les témoignages que je trouve très instructifs, cependant j'ai besoin de conseils plus personnalisés pour un problème de constipation qui est apparu avec mon changement alimentaire. Depuis 9 mois, je n'ai plus de
péristaltisme intestinal, je suis obligé de faire des lavements quasi quotidiens pour éliminer. J'essaie de ne plus grignoter de fruits entre les repas et de me concentrer ma prise alimentaire sur 2 repas, ce qui est nouveau pour moi car je grignotais souvent. Je sais que tu es très occupé, voilà. Écoute Laurence. Alors, bon, c'est toujours pareil. Le leurre, c'est de penser qu'à un symptôme, il y a une cause unique. La constipation peut avoir de multiples causes. Après, on peut quand même orienter en fonction de ce que tu me dis. Tu me dis que ta constipation est arrivée au moment de ton changement alimentaire. Je pense à deux explications. La première, notre alimentation est fortement stimulante, y compris pour le péristaltisme intestinal. L'alimentation que nous consommons au quotidien, et plus cette alimentation est raffinée, transformée, remplie de sel, de sucre et d'additifs alimentaires, plus elle est stimulante pour tout notre système nerveux et en particulier aussi notre péristaltisme intestinal. Alors, effectivement, peut-être que la transition alimentaire a été trop radicale, sur un terrain peut-être déjà fatigué, et que finalement tu ne trouves pas au quotidien dans ton alimentation une stimulation suffisante pour permettre un péristaltisme normal. Ça veut dire que tu avais un péristaltisme qui était faible, une énergie qui était faible, et le fait d'être passé radicalement comme ça, sans avoir laissé peut-être le temps à ton corps de s'adapter, s'adapter c'est le maître mot, c'est la nature de l'humain de s'adapter, mais il y a des personnes qui sont plus fatiguées, plus faibles en adaptation, qui mettent beaucoup plus de temps pour s'adapter. Et tu n'as peut-être pas, t'es allé peut-être trop vite dans les changements et ça n'a pas laissé le temps à ton corps de s'adapter. Donc 2 possibilités. Toi tu te dis, bah, je fais machine arrière pour essayer de revenir là où j'ai perdu le péristaltisme. Soit tu te dis, bah, je reste comme ça, je fais des lavements. C'est une solution mécanique, certes pas naturelle, mais c'est une solution et c'est pas impactant pour le système digestif. Et j'attends que ça se rétablisse. Et quand je dis j'attends que ça se rétablisse, et on ignore à quel point souvent, on voit souvent le fait d'aller à la selle, la constipation ou la non-constipation, et le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme intestinal, tu vois, c'est une onde littéralement qui se propage le long des intestins, un petit peu comme une chenille qui avance. Tu vois, cette onde qui se propage quand tu as une chenille, mais là c'est exactement la même chose. Et on voit souvent le péristaltisme intestinal comme une action mécanique. C'est ignorer à quel point le biotope intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui tapissent notre système digestif, joue un rôle essentiel dans le péristaltisme intestinal ou dans le non-péristaltisme intestinal. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des proliférations bactériennes qui amènent à la production, tu sais, des bactéries quand elles prolifèrent, elles mangent de la nourriture et elles produisent des déchets qu'on appelle des métabolites. Enfin, des déchets. Elles produisent des produits qu'on appelle des métabolites. C'est issu de leur métabolisme. Et il y a certains métabolites qui inhibent le péristaltisme intestinal. Alors, ma question, quand on parle d'adaptation, c'est est-ce que ton biotope intestinal s'est vraiment bien adapté à ta nouvelle alimentation? Comme en plus tu me dis que tu as perdu du poids, je me dis en termes d'assimilation, c'est moyen. Donc moi, le premier truc qui me viendrait là, c'est que c'est aller trop vite. C'est aller trop vite, ton corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc là, soit tu fais machine arrière, et alors après, tu peux ne pas vouloir, parce que tu vas me dire, ouais, mais j'ai une vitalité, et ainsi de suite. Soit, tu attends et tu fais en sorte que ce péristaltisme revienne. Après, c'est toujours pareil. Le péristaltisme, notre péristaltisme, au-delà de données génétiques, constitutionnelles, la forme des intestins, et ainsi de suite, est aussi déterminé par notre niveau d'énergie. C'est-à-dire que plus tu vas capitaliser de l'énergie, plus au quotidien, tu vas avoir des chances de pouvoir avoir un péristaltisme normal, efficace. Donc là, tu vois, par exemple, moi je suis au soleil, en train de faire un bain de soleil, excellent pour remonter l'énergie, stimulation du corps à la limite de ses capacités adaptatives, travail en respiration, tu vois, toutes les vidéos que j'ai fait en novembre dernier, par exemple, sont excellentes pour ça. Et puisque tu as la formation cure de jouvence, la 3e semaine de la formation est exclusivement consacrée au renforcement et je vous amène étape par étape à explorer toutes les dimensions du renforcement. Tu peux bien faire cette 3e semaine et la refaire, et la refaire, et la refaire et te laisser conduire. Pour moi, je verrais ça avant tout comme réponse, en sachant que c'est jamais monofactoriel. Donc il y a peut-être d'autres pistes, mais de ce que tu m'en dis, de ce que je vois immédiatement et dans le contexte dans lequel tu es, c'est le truc qui me vient le plus en tête immédiatement. Alors, et merci à toi Laurence, merci beaucoup. Alors, question de Céline. Bonjour Thierry. Alors, je ne le lis pas systématiquement à l'écran, mais je suis toujours super touché par vos messages de remerciement, d'encouragement et ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression de faire ce qui est normal. C'est-à-dire que je fais ce que je sais faire et c'est avec grande joie. Je suis ravi si ça change quelque chose dans votre vie. C'est tout mon but, c'est même ma finalité absolue. C'est que votre vie soit radicalement changée et ça me touche beaucoup de le lire. Voilà, je tenais à le dire. Tu as 49 ans.
et je me retrouve avec un problème de gencive qui se rétracte. À certains endroits, c'est l'os qui se retrouve endommagé. Je souhaiterais comprendre pourquoi j'en suis là et quoi faire pour arrêter. Assainir cette partie de moi et si j'ose espérer reconstruire. Je viens de m'acheter le Qvix que tu recommandes et aujourd'hui je commence une monodiète de jus de betterave, pomme, ail et chili. Chili c'est aussi piment. Je viens d'Angleterre, le choix des légumes et des fruits sont limités si l'on souhaite manger bio et local. Alors, là pareil, rétractation des gencives, on peut voir de multiples causes à la rétractation des gencives. Globalement quand même, on va devoir parler de l'écosystème buccal, de la bouche. Et l'écosystème buccal, et de la salive en particulier, il y a une caractéristique généralement, c'est que la salive, c'est un liquide qui doit être alcalin. Pour préserver toutes nos gencives et nos dents, et ne pas conduire à une forme de déminéralisation par l'acidité de la salive, mais cette salive doit être alcaline. Or, on se rend compte quand on fait un test de pH salivaire, de l'acidité salivaire, en utilisant simplement une petite bande, vous savez, qu'on pose sur la langue, le petit papier tournesol qu'on utilise pour faire des tests de pH, eh bien, vous allez vous rendre compte, peut-être pour nombre d'entre vous, que vous avez une salive acide. Elle est acide. Pour moi, l'explication, elle est simple. Le tube digestif, il commence à la bouche et finit à l'anus. Il y a une unité là-dedans. Donc, si tu as une salive acide, c'est aussi parce que tu as tout un système digestif qui est profondément acidifié et que la salive n'en est qu'une expression. Le problème, c'est que cette salive acide, elle va demander énormément de minéraux pour être neutralisée. Et ces minéraux, elle va le pomper où? Elle va le pomper dans tous les tissus, des parties du corps avec lesquelles elle est en contact. Et avant tout, dans tes gencives et dans tes dents. Ça va conduire à la déminéralisation, à l'affaiblissement des dents et des gencives. Et la rétractation des gencives, souvent, il y a un très gros terrain de déminéralisation. En plus, tu as 49 ans, donc si tu changes maintenant, c'est 49 ans de pratique alimentaire, stress et ainsi de suite, qui sont souvent pas en adéquation avec les besoins de notre corps. Donc la déminéralisation, elle est avérée. Donc moi je répondrai en termes de reminéralisation. Donc tu lances des jus, c'est super, c'est la bonne base. Corriger l'état du système digestif, les jus vont aider. Tu me dis que tu te lances dans une monodiète de jus de betterave. Alors là c'est bien laxatif, ça a aidé à bien nettoyer. Tu peux utiliser aussi du psyllium, tu peux te faire des lavements pour favoriser vraiment un gros nettoyage intestinal. Et puis alors, d'un point de vue purement symptomatique, mais ça peut vraiment aider, je t'encouragerais quand même à localement, pour arrêter la destruction, le temps que ton terrain se corrige. Je ne suis pas pour le remède symptomatique à condition qu'il ne fasse pas oublier le tableau d'ensemble, c'est-à-dire le terrain. Eh bien, il y a un petit remède moi que j'aime bien, ça consiste à sucer un caillou d'argile. Vous prenez de l'argile verte, c'est mon ami Eric Escoffier qui fait tout le temps ça. Je me souviens toujours avoir vu Eric en train de sucer un caillou d'argile. Jade Alec, je sais, en parle aussi souvent. Mais tu prends un petit caillou d'argile le soir avant d'aller te coucher et tu le suces et ça va baigner ta bouche avec de l'argile qui est remplie de minéraux sous forme colloïdale, donc très assimilable, et ça va venir littéralement protéger tes dents et tes gencives contre l'attaque de la salive acide en attendant que le terrain se corrige. Moi en tout cas, voilà ce que je ferai. J'ai demandé à Eric Viard, je lui ai dit, il me faudrait des cocos de 5 litres, quoi, facilement, des méga cocos. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez, on s'en ouvre une deuxième. Ah voilà. Mais oui, vraiment faire en sorte d'alcaliniser la bouche. Tu peux aussi, moi je me dis, tu vois, par exemple, avant d'aller te coucher, tu t'avales un bon jus ou une coco. L'eau de coco est particulièrement alcaline. Ou tu te rinces la bouche, par exemple, avec de l'eau de mer à l'isotonie. Elle est belle celle-là aussi. Elles sont très belles en ce moment les cocos en plein hiver. C'est marrant parce que on demande beaucoup de coco en été, mais la vraie saison de la coco, c'est énorme. J'avais pas eu le temps de me faire un jus ce matin, mais la vraie saison, enfin la meilleure saison de la coco là, c'est maintenant, c'est janvier, février, mars. Là en ce moment, elles ont une chair épaisse. Je sais pas si vous voyez là, une belle chair épaisse, c'est extraordinaire quoi. C'est vraiment le moment où on peut se régaler. Et le jus est top quoi. Le jus, la chair est top. Mais voilà, corriger l'acidité de la cavité buccale. Et tout ça, c'est un tout. Là aussi, ces gencives qui se rétractent, utilise-les quelque part aussi comme une expression symptomatique, un voyant sur le compteur de ton corps. Tu as tes gencives qui se rétractent. Le jour où tes gencives arrêteront de se rétracter, voire même qu'elles se reconstruiront, ça voudra dire que non seulement ta salive n'est plus acide, mais surtout que l'acidité globale de tout ton système digestif a été corrigée. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va avoir des répercussions sur l'entièreté de ton organisme d'une façon absolument incroyable. Voilà Céline. Alors, question de... Eh bien, j'ai pas le nom. Question de j'ai pas le nom. Je suis désolé. Je veux te partager un problème qui me tracasse. Alors,
En avril 2018, j'ai fait 7 jours de jeûne, super, après 2 semaines de descente alimentaire. Mon alimentation était déjà, je pense, assez bonne. Pas de viande, un peu de poisson, un peu de gluten, juste un morceau de fromage de temps en temps. Et à ce moment-là, parfois un jus de légumes, mais pas régulier. Lors du jeûne encadré, j'ai bu de l'eau. Je ne connaissais pas tes vidéos et les jeûnes secs. Purge le premier jour et lavement au moins une fois par jour. Durant cette période, à quelques reprises, j'ai eu l'anus enflammé, gonflé et douloureux. Je me suis dit que c'était les toxines qui sortaient et qui l'irritaient. Ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ça qui est bien dans le milieu hygiéniste, c'est que dès qu'il y a un problème, on dit que c'est les toxines. Oui, mais depuis, ça continue régulièrement. Et parfois, c'est l'anus en lui-même, mais le plus souvent, c'est la peau de mes fesses tout autour. En marchant, cela devient irrité. J'ai comme une auréole de 5 cm autour de l'anus. J'ai été faire 2 fois une hydrothérapie du côlon. J'avais peur que mes intestins soient dans le même état. La personne m'a dit que les intestins sont de la muqueuse. Or ici, c'est de la peau. Elle m'a proposé de prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse qui pourrait aider si ce sont des champignons. Mais, tu vois, quand on te dit l'extrait de pépins de pamplemousse peut aider si ce sont des champignons, c'est un mensonge. Ton hydrothérapeute ne va pas m'aimer, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, parce que qu'est-ce que ça va aider? Ça va aider à supprimer les champignons. Mais pourquoi est-ce que les champignons étaient là? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil. C'est un remède symptomatique. C'est-à-dire, mais tu peux prendre de l'acide chlorhydrique, si tu veux, pour nettoyer tes intestins, tu n'auras plus de champignons, tu n'auras plus rien. Hein, ça y est. Je devrais faire la promotion, je vais vendre de l'acide chlorhydrique pour nettoyer, ou de la soude caustique, par exemple. C'est bien ça, la soude caustique. Tu te bois de la soude caustique pour nettoyer tes intestins. Là, tu es certain que c'est nickel. Peut-être t'as pas un poil qui dépasse, quoi. Ça va être juste fabuleux. Mais prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse parce que tu as une prolifération fongique, c'est rater la cible. Pourquoi est-ce qu'il y a une prolifération fongique? À quoi ça correspond dans le corps? Donc voilà, donc ton problème, c'est cette inflammation. Alors je vais te dire, je ne sais pas si ça va répondre directement à ta question. Après, on va essayer d'y réfléchir, hein, mais moi, je vois une très grande ambiguïté entre le fait de jeûner et le fait de faire des purges. À titre personnel, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, le jeûne, c'est vraiment un moment où tu lâches la main. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à contrôler notre santé. D'ailleurs, vu l'état de santé dans lequel on est, on devrait peut-être lâcher prise, hein, parce que les résultats, ils sont pas top. Mais on prend un petit complément de ceci, un petit complément de cela, on rajoute quelques grammes de ça, on a vu que le magnésium, c'était bon pour la santé, on rajoute de l'extrait de L-glutamine, et ainsi de suite, et on fait nos petits équilibres. Puis il y a un jour où, dans un instant de lucidité, tu te dis, en fait, je dépense un max de thunes, et ça va nulle part. Mais oui, ça va nulle part, parce que quelle arrogance, quelle prétention. En fait, la plus grande maladie de l'homme, c'est l'orgueil, quoi. C'est l'orgueil, quoi. L'orgueil de penser qu'on peut jouer dans ces équilibres biochimiques du corps, déjà en n'ayant absolument pas la vue de l'ensemble. On n'a pas le tableau global. On l'a pas du tout, quoi. Même, je veux dire, même le plus grand des physiologistes n'a pas le tableau global. Personne ne sait ce que c'est que la vie, ne serait-ce que la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie. On sait quel est le support de la vie. Et encore, est-ce qu'on connaît toute la biologie du corps? Enfin, quand tu te rends compte qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, on ignorait qu'il y avait un écosystème intestinal qui était aussi important. Maintenant, on te parle de deuxième cerveau, de microbiote, en veux-tu, en voilà. On a découvert ça il y a 20 ans, quoi. Donc oui, on n'a pas du tout le tableau d'ensemble. Et on s'amuse à faire des traitements et tout. Et un jour, de guerre lasse, on se dit, ok, j'arrête et je vais faire confiance au corps. Et quand tu jeûnes, c'est exactement ce que tu fais. Tu laisses le corps se débrouiller. Et le corps, il a des priorités, il a des rythmes. Et il te surprendra jamais. Il va jamais t'amener dans un endroit où tu ne dois pas aller. Il va aller aux priorités. Mais si tu veux, par exemple, c'est faire des purges. Je ne suis pas contre les lavements, par exemple, dans un régime normal. Mais quand tu es en jeûne, vraiment le message que tu envoies au corps, c'est je te laisse les commandes, débrouille-toi. Et là, tu lui dis je te laisse les commandes, oui mais ah non mais attends, il faudrait quand même faire un petit lavement, mon petit corps là quand même. Et puis là une petite hydrothérapie du côlon. Puis là il faudrait un peu purger là quand même. Non, parce que t'es con en fait. C'est intuitivement, inconsciemment, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit je veux te laisser fonctionner, mais je veux dire, en jeûne, je ne favorise pas la détoxification, je ne fais pas de purge, je ne fais pas de lavement, je ne fais pas tout ça, sauf cas extrême qui demanderait une intervention parce que le corps est trop épuisé et ainsi de suite. Mais en jeûne, je laisse le corps se débrouiller. Et je pense qu'on prend de gros risques à ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va amener à une sortie par exemple de produits par des émonctoires et peut-être que l'émonctoire n'est pas prêt à ça. Et là, dans ton cas, je dirais que peut-être que par les purges et les lavements répétés, il y a eu
un gros afflux de toxines, parce qu'en jeûne, il y a énormément de toxines qui sont remises en circulation. Il y a eu un très gros afflux de toxines dans l'émonctoire intestinal, du côlon, du gros intestin, et le gros intestin n'était pas prêt à recevoir tout ça. Et maintenant, tu te débrouilles, parce qu'on te fait faire ça, on te dit, ouais, débrouillez-vous, nous on est spécialistes, ainsi de suite, faites-vous des purges tous les jours. Alors c'est confortable de faire des purges tous les jours. C'est confortable parce que, quelque part, tu te vides, tu te sens vidé, tu n'as pas d'expression symptomatique. Mais vraiment, ce qu'on touche là, c'est que si vous avez peur des symptômes, eh ben, vous allez faire des choix qui sont erronés. La peur des symptômes nous conduit à faire des choix qui sont inadaptés. Hein. Peur des symptômes, peur des symptômes, peur des symptômes. La peur des symptômes nous conduit à faire des choix complètement inadaptés. Et là, on a peur de se sentir engorgé pendant le jeûne, on a peur d'avoir mal à la tête, on a peur d'avoir des douleurs au niveau intestinal, donc on fait des lavements. Sauf que on induit une purge et une accumulation, un afflux de toxines dans cette zone-là, et cette zone n'est pas prête à l'encaisser. Et ça, on le voit très très souvent. C'est un peu comme quand on fait... Il y a un truc par exemple qui est très à la mode, c'est la cure du foie du docteur Clark, là, par exemple, hein, de Hilda Clark, la cure du foie ou d'Andreas Moritz. Alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais la cure du foie, ça m'a fait beaucoup de bien ». C'est super, moi je vais pouvoir te raconter des tas de témoignages de gens pour qui la cure du foie n'a pas fait de bien. Pourquoi? Parce que quand le foie se vide, quand tu purges ton foie, parce que la cure du foie c'est une purge du foie, hein, c'est rien d'autre, hein, tu avales une très grande quantité d'huile d'olive de manière à faire dégueuler le foie littéralement. Et bien quand tu purges le foie il se purge... Je parle vite, hein. J'ai peu de temps. Le foie, il se purge où? Il se purge dans l'intestin grêle, c'est-à-dire la zone d'absorption et d'assimilation du corps. Et quand tu fais une purge du foie, que ça balance toute la merdouille dans l'intestin grêle, ça peut se passer très mal, avec explosion des champignons, explosion bactérienne, simplement parce que tu balances un maximum de toxines. Et parce que toi, tu as décidé de tout faire sortir d'un coup. Ton foie se détoxifie de lui-même. Tes intestins se détoxifient de lui-même, ton corps se détoxifie de lui-même. L'unique règle en fait, la seule chose qu'on devrait avoir à respecter, c'est de le mettre au repos. Tu le mets au repos, tu le mets tranquillement au repos, et le corps se nettoie. Le corps se détoxifie, mais à son rythme. Et lui, il va choisir. Il ne va pas envoyer au niveau des reins plus de toxines que les reins peuvent éliminer, parce qu'il connaît en permanence l'état de tous ces organes. Et nous, on est là, et on se dit, tiens, on va prendre des diurétiques pour favoriser la diurèse au niveau des reins. Mais c'est une erreur colossale, Surtout si tu jeûnes. Voilà, pour moi, surtout si tu jeûnes. Au quotidien, dans une phase de démarrage, ça s'entend complètement, et je suis le premier à faire la promotion de mélanges de plantes médicinales, qui visent à soutenir le fonctionnement émonctoriel dans le cadre d'un démarrage. Ça me paraît tout à fait sensé. Mais quand tu commences à avancer un petit peu, à prendre du grade et surtout à te lancer dans le jeûne c'est un moment où le corps il va mobiliser énormément de toxines. Moi, je ne m'amuserai pas à ça. Alors, dans ton cas, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu vas me dire, ouais, bon voilà, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse, mais qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'irai dans un premier temps attendre que ça passe. Déjà, moi, j'arrêterai les lavements, j'arrêterai tout ça. Je laisserai le corps se remettre au repos et puis laisser tout ça se rééquilibrer. Alors, en acceptant le symptôme, en acceptant la douleur, peut-être en calmant, bon, tu me dis, voilà, si c'est très enflammé, tu mets de l'aloe vera, tu mets, ok, ça va gérer, ça va permettre de supporter le symptôme. Tu supportes le symptôme et tu arrêtes d'agir. Tu vois, je me dirais, moi, c'est un peu comme quand, tu sais, ces boules-là, à Noël, dans lesquelles il y a un Père Noël et puis tu agites, il y a de la neige, là. À force d'action dans le corps, tu as de la neige qui vole de partout. Donc là, la seule chose à faire, c'est pas d'arrêter, c'est pas d'essayer de compenser la neige et tout, d'essayer de faire un inverse de l'agitation, une anti-agitation. Non, tu le poses et tu le laisses au repos. Et tu laisses la neige se déposer. Là, je ferai la même chose. Tu laisses ton corps calme. Moi, j'arrêterai avec les hydrothérapies, j'arrêterai avec tout ça, je laisserai se reposer. Je ne forcerai pas en termes de détoxification, je ne me relancerai pas dans un jeûne, je laisse le système se calmer tranquillement. J'utilise, oui, de l'aloe vera, de l'huile de coco, peut-être en superficiel, en surface, pour calmer les démangeaisons et des irritations, et je laisse tout se calmer, et ça va se calmer, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, question de Christine. Bonjour Thierry. Quand je t'écoute, je reprends espoir à chaque fois. Alors, ça, comment tu veux me faire plus plaisir? C'est le but. Je suis là pour ça. Je suis là pour redonner de l'espérance. Donc vraiment, ça me touche énormément ce que tu dis. Bon, ça fait 2 mois que je souffre de la poitrine. Soupçon de syndrome de Tietz. J'ai fait plusieurs jeûnes de 3 jours car je ne peux pas plus. Je prends une douche froide chaque matin, je fais un jus par jour, mais ça ne passe pas.
crois-tu que cela va se calmer un jour malgré tes bons conseils? Malgré mes bons conseils? Non, est-ce que grâce à mes bons conseils? Que faire sinon de plus? Merci mon corps de ta générosité. Alors, syndrome de Tietz, de ce que je me souviens, c'est un syndrome thoracique. Tu vois, c'est là aussi où il y a une enfumade. C'est que... Je bois trop vite. Plutôt que de te dire ce que c'est, on te dit par exemple de mémoire le syndrome de Tietz, c'est une inflammation au niveau thoracique qui crée des douleurs aiguës très très intenses. Au lieu de te dire ben voilà, il y a une inflammation au niveau thoracique. Déjà si on te dit il y a une inflammation au niveau thoracique, bah, tu peux réfléchir un petit peu, tu peux dire voilà quel est le rôle de l'inflammation, comment ça fonctionne dans le corps. Mais non, ça serait trop simple. On te dit il y a un blablabla. Donc avec le blablabla, il n'y a aucune chance que tu saches ce que c'est à part d'avoir fait 10 ans de médecine. Hein. Et c'est ce qu'on appelle de l'ésotérisme. L'ésotérisme, ça consiste à utiliser un langage incompréhensible au commun des mortels de manière à rendre la communication floue. Donc là, le syndrome de Tietz, c'est une grosse inflammation thoracique. Donc inflammation, qu'est-ce que c'est que l'inflammation dans le corps? Alors, on en parle souvent en stage de l'inflammation. Inflammation, phénomène dans lequel il y a une dilatation des tissus, élévation du métabolisme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a chaleur qui est produite et ainsi de suite. Alors tu peux l'interpréter d'une manière négative en disant ouais, ça gonfle, enfin ça gonfle au sens propre comme au sens figuré, et c'est le corps qui délire. Ou tu peux l'interpréter d'une façon de l'école du corps parfait qui va te dire l'inflammation est un processus régulateur du corps qui vise à favoriser dans une zone encombré de déchets, le nettoyage, ça se dilate, ça gonfle, il y a une élévation du métabolisme, donc il y a plus d'échanges, chaleur, s'il y a des souches microbiennes qui doivent être détruites avec la chaleur, ça va favoriser leur destruction. Le corps est en train de faire son business, il y a un gros taf et le corps est en train de taffer, il est en train de travailler. Et l'expression symptomatique est peut-être dérangeante pour toi, mais ça signale pour moi uniquement une accumulation de déchets et une réaction naturelle favorable du corps, même si elle est douloureuse, à cette accumulation de déchets. Donc première information, réjouis-toi, parce que si tu ne l'avais pas, la situation serait pire que si tu l'as. Ah oui, ça indique une situation inflammatoire. Après, l'idée, c'est de favoriser le fait que ça ne soit pas avec une expression symptomatique aussi douloureuse et de permettre que le corps aille au bout de sa démarche de nettoyage. Donc ça irait pas en utilisant des anti-inflammatoires, ça serait contre-productif total, on est d'accord. Moi, dans une situation comme ça, alors globalement, tu fais ce qu'il faut. Tu as fait des petits jeûnes. Alors, tu vois, par exemple, les jeûnes, moi j'irais mollo là actuellement, pour pas activer trop fort la détoxification. J'irai pas trop fort sur les jeûnes. La douche froide tous les matins, ça me parle vraiment. Tu te fais un jus tous les jours, ça va bien. Si la douleur est vraiment très très intense et qu'elle est quasi insupportable, avant de recourir à l'allopathie, moi j'utiliserai par exemple des cataplasmes d'argile dans cette zone pour favoriser le drainage. Tu vois, l'argile va drainer énormément et va permettre quelque part de faire sortir par la peau là où normalement ça stagne au niveau et ça crée des douleurs inflammatoires. Voilà peut-être la petite recommandation que je donnerais. Sinon, tu as fait les réformes qui vont bien, donc ça ne peut que aller vers le mieux. L'inflammation disparaîtra. Un corps qui reçoit ce qu'il doit recevoir n'est pas en inflammation permanente, c'est pas possible. L'inflammation est un témoignage d'accumulation de déchets. À partir du moment où tu arrêtes d'en rajouter et que tu favorises l'élimination des déchets, c'est parti tout seul. Ok, écoute, voilà, j'espère que ça répond à ta question, Christine. Bonjour Thierry, bonjour Jean-Yves. Ma compagne souffre d'acouphènes depuis mi-septembre 2018. On a commencé les jus un petit peu avant. Tiens, encore une fois. Depuis 2 bons mois, nous avons supprimé les produits laitiers, le gluten à 95%. Nous faisons aussi des smoothies. Nous sommes sportifs, minimum 30 km par semaine, 3 à 4 sorties, donc j'imagine de courses. Nous pratiquons le jeûne intermittent régulièrement. Nous avons fait un jeûne de 36 heures et ce début de semaine, 44 heures. Fabuleux. Hier, nous avons été nous relaxer dans un spa privatif, jacuzzi, sauna et hammam. Et cette nuit, elle n'a pas dormi, son acouphène était plus fort que d'habitude. En principe, ce sont des sifflements et parfois ce sont des craquements. Quand ce sont les sifflements, elle arrive à dormir, mais les craquements, elle n'y arrive pas. J'espère que tu pourras trouver le temps de répondre. On ne perd pas espoir, mais c'est difficile et on continue dans cette voie. Alors, bon, avec les acouphènes, on se retrouve, comme avec la constipation, avec ces grands phénomènes, face à quelque chose qui est multifactoriel. Il n'y a pas une cause unique aux acouphènes. On parle de surpression, on parle d'œdème au niveau du cerveau, on parle
On parle d'inflammation au niveau du cerveau, inflammation du canal auditif, du conduit auditif, pardon. Ça, c'est des grands classiques que l'on trouve au niveau de la migraine. Là, tu me dis qu'elle est allée faire un sauna, donc sauna, élévation de la pression artérielle, donc plus de sang qui monte au cerveau et aggravation des symptômes. Donc ça nous parle quand même d'une zone qui est ultra enflammée. Et je note quand même que tu me dis que ça a commencé juste après avoir commencé les jus. Donc moi, ce que je suspecterais, c'est une réaction de détoxification et de nettoyage du corps un peu forte, c'est allé un peu vite et les émonctoires n'ont pas suivi. Donc ça s'accumule au niveau de la tête. La tête est complètement engorgée. La lymphe au niveau de la tête, tout le système lymphatique au niveau de la tête est complètement engorgé. C'est une lymphe épaisse qui ne circule plus, pour peu qu'elle n'ait pas ses amygdales. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais si elle n'a pas ses amygdales, migraine, acouphènes, troubles de la mémoire, troubles de la vision, autant de symptômes. Alors selon les personnes, il va y en avoir un ou l'autre, ou les deux, ou les trois même, qui vont apparaître, mais autant de symptômes qui nous indiquent quand même carrément que la zone cérébrale est vraiment passablement touchée, passablement engorgée. Donc là pour le coup, vu que les acouphènes ça empêche de dormir et que ça met à mal tout l'équilibre en termes de santé du corps, là peut-être que ça vaudrait le coup. Pour le coup, tu vois, c'est toujours compliqué entre interventionnisme et non-interventionnisme. On sait qu'il y a un lien très très fort entre la partie digestive, intestinale et la partie cérébrale. Je pense que ça vaudrait le coup peut-être de tenter un vrai programme de nettoyage des intestins, sans accélérer, sans faire de trop longs jeûnes et ainsi de suite, parce que je pense même qu'en ce moment, tu vois, là aussi, je pense que le corps il est déjà à la limite en termes de nettoyage. Moi, j'irai pas plus fort, j'irai pas pousser plus fort en termes de nettoyage. Donc, j'irai donc induire vraiment un gros nettoyage intestinal, lavement, psyllium, balai intestinal, et voir un petit peu si ça calme la donne, en sachant que c'est certainement parce qu'il y a de la détoxification qui est un petit peu forte. Peut-être que la transition alimentaire s'est faite un petit peu rapidement. Voilà moi ce que je verrai en lien avec tout ce que vous me dites. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bonjour Thierry, je te remercie pour tes messages. J'ai une réflexion qui tourne depuis un moment concernant le jeûne et les personnes ayant eu des phases anorexiques dans leur vie. Donc j'imagine que si tu as une réflexion qui tourne, c'est Amélie qui m'écrit ça, ça veut dire que tu as des doutes. Oui, mais j'ai les mêmes doutes que toi. Mais tu sais, on retrouve au sein de l'alimentation vivante, plus de cru et ainsi de suite, pas mal de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et le choix d'une alimentation de type crudivore pouvant être une façon de dissimuler des troubles de type anorexie. C'est vrai que ça existe. Ça n'invalide pas ni le jeûne ni le changement alimentaire. C'est juste que ça, oui, c'est une réalité. Et l'anorexie est un problème qui se traite à part. Et alors, c'est compliqué parce que je vais te citer un témoignage, par exemple, d'une personne que je connais qui avait des troubles de type anorexique et qui, suite à une succession de jeûnes, en est sortie littéralement. Mais en est sortie parce que le jeûne lui a donné un espace de repos, de quiétude, de relaxation, dans lequel elle a pu trouver des solutions pour guérir de son anxiété chronique. Parce qu'en fait, quand on parle d'anorexie, on parle d'anxiété chronique. Anorexie, boulimie, troubles du comportement alimentaire, tous ces comportements qui visent à avoir une maîtrise, ou une non-maîtrise d'ailleurs, du corps, c'est un moyen de juguler la peur panique qui nous oppresse. C'est-à-dire que tous les phénomènes religieux d'ailleurs répondent à cette même définition. Et l'anorexie est une religion en tant que telle. C'est la religion du corps le plus maigre possible, mais c'est une religion. C'est une religion en tant que telle. C'est une pratique religieuse qui vise à ritualiser quelque chose, à faire dépendre sa vie et la valeur que l'on a, parce que c'est ça en fait l'enjeu, c'est quelle valeur on a. Un anorexique, il n'a de la valeur que, ou une anorexique, c'est surtout des filles, n'a de la valeur que si son poids vient à diminuer. Si son poids augmente, cette personne n'a plus de valeur. Et c'est-à-dire que on a tous une espèce d'angoisse primaire en nous, l'angoisse de séparation, l'angoisse de perte. Je pense que ça démarre automatiquement à partir du moment où on quitte le ventre de notre mère.
l'utérus de notre mère, je pense qu'on a cette espèce d'angoisse de séparation qui est en nous et on cherche tous des solutions pour y répondre d'une manière ou d'une autre. Je pense que les ritualisations à l'extrême de certaines pratiques religieuses, je pense que l'anorexie répondent à une tentative de juguler cette anxiété. On met des critères, tu vois, c'est un peu comme moi à une époque, je courais énormément. Et moi, je me sentais bien si j'avais fait mon quota d'heures de course dans la journée. C'est-à-dire que si j'avais fait mes 20 km de course à pied dans la journée, je me sentais bien. Donc en fait, j'avais déplacé complètement mon anxiété primaire sur le fait de courir ou ne pas courir. Les jours où je ne pouvais pas courir, c'était terrible pour moi, c'était infernal. Je souffrais de crise de panique totale parce que je ne pouvais pas courir. Si je pouvais courir, j'avais fait mon job et j'étais bien. Donc tout ça, c'est de la ritualisation. Et de tout temps, les humains ont cherché de la ritualisation qui sont des pratiques extérieures et qui pour moi ne répondent pas à la question. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté le sein de notre mère, d'une certaine manière, la seule solution pour guérir de cette angoisse de séparation et pour ne plus sentir cette séparation, c'est de renouer le lien, mais de renouer non pas le lien vers l'extérieur, mais de renouer le lien vers l'intérieur, vers la vie qui est en nous. Quand je vous dis toutes les réponses sont là, la vie est là, la vie est là. Elle est là, elle est en nous, elle n'est pas localisée, elle est en nous. Et il y a cette présence vivante en nous que l'on peut contacter simplement quand on se trouve en silence méditatif, en observation. Cette présence que tu appelleras la présence de Dieu, la présence de Jésus, la présence de qui tu veux selon ta religion. En fait, peu importe, si tu as une expérience qui est vraiment tournée vers l'intérieur, tu rencontreras la même présence. C'est pour ça que je ne me bats pas entre religions, je n'ai rien à cirer parce que ce qui m'importe c'est l'expérience intérieure, c'est est-ce que tu pars vers toi-même, est-ce que tu pars vers l'intérieur, est-ce que tu te retournes littéralement, est-ce que tu fais comme Abraham à qui on a dit l'air les rares, retourne vers toi-même, et je cite pour ça mon ami Patrick Fontaine qui enseigne vraiment ça, c'est-à-dire le retour vers l'intérieur, le retournement littéralement. Tant que tu cherches des solutions à l'extérieur, par le contrôle de ton poids, par des rituels, par des génuflexions, par des pratiques, tu as l'habitude de manger comme ci, de te tourner comme ça, ou d'aller courir, Tant que tu auras des pratiques extérieures, ça sera une mauvaise réponse. Ça sera une mauvaise réponse à cette angoisse première qui est l'angoisse de séparation. Pour moi, la seule solution, elle se trouve à l'intérieur. Elle se trouve vraiment à l'intérieur, dans le fait de ressentir cette présence, cet amour. Elle se trouve ici et maintenant, dans la réalité, parce que je te rappelle que réalité, royaume, pour les chrétiens, c'est exactement la même racine. Et quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit « je suis le chemin, je suis la réalité, je suis la vie ». La vie, la réalité, le chemin, c'est une seule et même, je dirais pas chose, mais personne, présence. Et cette présence, il faut aller la découvrir. Et tu la découvriras pas dans des bouquins, tu la découvriras pas dans des rituels, tu la découvriras pas dans le discours des autres, tu la découvriras dans une expérience personnelle, intime, et qui se passe dans le silence, qui se passe vraiment au cœur de ta chambre la plus secrète d'une certaine manière. Et je pense que dans le jeûne, on peut aussi rencontrer ça. C'est pour ça que jeûne et anorexie, ça dépend. Ça dépend. J'aurais dû mettre mon t-shirt, ça dépend. J'ai mis mon t-shirt Régénère. Il est beau, hein. Mais c'est un collector celui-là. Tiens, je vais le vendre peut-être. Tiens, c'est un collector parce que il a échappé aux flammes. J'en ai pas beaucoup qui ont échappé aux flammes de ces t-shirts Régénère, donc j'en aurai beaucoup moins. Mes belles chemises aussi. J'avais des tas de belles chemises que je m'étais achetées pour les vidéos, pour être beau pour faire les vidéos. Là, je suis obligé d'être habillé tout le temps pareil. Il va falloir que je me rachète des chemises. C'est un peu compliqué. Il faut que je descende à la ville et tout. Enfin bon, tout ça pour dire que je ne serais pas formel pour dire que le jeûne est un empêchement quand on a des phénomènes d'anorexie. De toute façon, je dirais, si tu es anorexique, il faut bien changer quelque chose pour que ça évolue. Pour paraphraser Einstein qui disait la folie pour lui c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Donc le jeûne peut être une rupture aussi. Non, je crois que le jeûne peut être une rupture. J'y pense là maintenant, on est à 1h, mais pour ceux qui restent encore, j'ai une grosse annonce à faire en fin de truc, en fin de vidéo. Je vous le dis pour que vous teniez jusqu'à la fin de la vidéo ou que vous arriviez en fin de vidéo. Alors, question de Nadine. Bonjour, mon mari vous suit depuis longtemps, il a déjà fait des jeûnes, il est très satisfait. J'aimerais beaucoup jeûner aussi, mais j'ai un très gros problème. J'ai des migraines depuis plus de 30 ans, j'ai un traitement de fond pour lequel j'essaie de me sevrer. Le problème, c'est que quand je tente de ne pas manger, j'ai une crise de migraine. Ah ouais, ça je l'ai vu des très très nombreuses fois. Nombreuses personnes, il y a un lien là. Alors,
Je vais te dire un peu ce que j'en pense. Je commence par ailleurs un traitement homéopathique qui, je l'espère, va au moins diminuer le nombre de ces crises. J'aimerais alors retenter un jeûne, qu'en pensez-vous? Alors, toujours pareil, les migraines, c'est pas monofactoriel, on est d'accord. Mais j'ai quand même, en termes de corrélation, vu très souvent un lien fort fait entre congestion hépatique, état du foie particulièrement, et migraine. Et quand on se met à jeûner, le foie commence à se nettoyer, il se nettoie au niveau du tube digestif, et ça peut encore aggraver les migraines parce qu'il y a ce gros relargage de toxines. Donc à titre personnel, quand j'entends cette histoire-là, souvent ce que je conseille aux personnes, je leur dis, mais moi ce que je ferais, c'est un nettoyage tout doux, favoriser très doucement le nettoyage du foie, parce que le jeûne, tu vas favoriser un gros nettoyage du foie. Et le corps, quelque part, je dirais que lui, ce qui l'intéresse, c'est de se nettoyer. Le fait que tu aies mal à la tête ou pas mal à la tête, je pense que c'est le cadet de ses soucis. La symptomatologie, c'est pas son problème. Donc, le jeûne va induire des réactions de nettoyage qui sont trop fortes et qui induisent des douleurs insupportables. Moi, je commencerai par un bon programme de nettoyage du foie, tu vois, avec du jus de betterave, curcuma, orange, par exemple, tranquillement. Tu peux utiliser même du chardon-marie. Il y a du chardon-marie, là, les chardons, la famille des chardons, qui va pousser un petit peu partout dans les champs. Bam, tu mets du chardon-marie. Tu peux utiliser du desmodium. Il y a un mélange chez Régénérescence qui s'appelle Hépato, que tu peux utiliser aussi, qui va favoriser un nettoyage, un drainage du foie progressif et doux. Je ne te recommande pas la cure du foie de Hulda Clark, tu as compris pourquoi. Et je pense que ça vaudrait le coup à ce moment-là de retenter un jeûne une fois que tu as déjà fait un bon travail de décrassage du foie. Voilà, ça c'est ma petite idée à moi. Je regarde combien il y en a encore. Ouh là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on va aller au bout. Je ne sais pas si on va aller au bout. On va faire un autre maximum. On est déjà à 1 heure, j'espère que vous êtes là, j'espère que ça vous plaît. Nous on continue. En plus maintenant j'ai mon appareil photo avec les 2 cartes qui sautent d'une lune à l'autre. D'ailleurs, un de ces jours, on me l'a demandé très souvent, je vous montrerai un peu mon matériel. Il est très simple, mais le matériel que j'utilise pour faire des vidéos, j'utilise un Panasonic GH5, qui pour moi, c'est assez classique dans les vidéos sur YouTube, qui donne un bon rendu, qui est un appareil très facile à mettre en œuvre, avec une très bonne qualité d'image, un micro de 4 tiers. Mais bon, je vous le montrerai, les micros que j'utilise. Je suis très content des micros que j'utilise. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le passage d'une équipe de télé, j'ai plus les grosses moumoutes un petit peu partout sur moi, parce que j'ai découvert un nouveau système. Je vous montre, le micro, il est planqué là, il est collé directement sur la peau avec du scotch hypodermique et une petite moumoute. Et ça fait quand même un rendu cinéma quand même. Je sais pas toi, mais c'est la classe. C'est la grande classe. Et je crois que le son, il est bon, il est toujours bon. Alors, ouais, je renifle, je sais, c'est symptomatique. Un peu trop de froid chaud, j'ai un peu trop poussé, tu vois. Comme ça, j'ai étalonné ma limite adaptative. Alors question, je ne connais pas le nom de la personne. J'ai une question concernant l'huile de ricin. J'ai vu que l'on pouvait faire des purges en avalant quelques cuillères à soupe d'huile de ricin, mais ça a l'air un peu costaud, qu'en penses-tu? Je pense que c'est un peu costaud. Je pense que les purges sont un peu costaudes. Ça ne veut pas dire que je ne parlerai jamais de purges, je ne recommanderai jamais les purges. Ça veut juste dire que je ne les recommanderai pas au quotidien, parce qu'effectivement, je pense qu'on sollicite un émonctoire de façon extrêmement forte. Pour certains, ça va très bien passer, pour d'autres, ça va très mal passer. Et j'aime pas jouer à la roulette russe. Voilà. Bonjour Thierry. Alors, question de Frédéric. Je t'écoute depuis presque 2 ans sur YouTube. Alors, et j'explore depuis 18 mois maintenant, entre autres le jeûne sec. Je quitte tout juste mon 2e jeûne sec, long de 3 jours, 72 heures. Le lâcher prise est tellement important à mes yeux, à tous les niveaux. Super. 2018 reste pour moi l'année de ma vie où j'ai disposé du plus d'énergie en moi et je vois que le jeûne a contribué à cela. Et 2018 a aussi été une année de grandes et belles épreuves, que là aussi je vois parmi les plus grandes de ma vie jusque-là. Là aussi j'ai traversé. Je me rends compte que ton propos du début d'année sur l'antifragile prend tout son sens maintenant pour moi. Je suis devenu antifragile. Ah ben c'était un témoignage. Au plaisir de t'écouter. Je te remercie Frédéric. Et c'est important de rappeler à quel point les solutions elles sont à notre portée. Elles sont là. En fait, il y a un moment où il faut faire un choix. Je veux dire, tu peux pas, il y a un moment où il faut se mettre à marcher. Il y a un moment, il faut se mettre à marcher. Tu sais, il y a cette maxime que j'aime beaucoup, qui est écrite en grosses lettres dans mon bureau. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Il y a un moment, il faut se mettre à marcher, il faut se mettre à jeûner. Tu peux pas vivre le jeûne de manière intellectuelle, quoi. Il faut y aller franchement. Et j'espère que ces vidéos vous aident à aller franchement à l'action. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Question de mode. Pourrais-tu donner ton avis concernant les compteurs Linky? Ça va être vite vu. J'habite un appartement, je l'ai refusé auprès d'Enedis
même s'il faut payer un déplacement. Mais mon voisin de palier d'en face va l'accepter. Que puis-je faire pour amoindrir les effets néfastes de ce compteur maudit sur ma santé? Ça me fait tellement peur que j'envisage de faire venir une personne qui va me diagnostiquer mon installation électrique et me poser des filtres. Ça va encore me coûter les yeux de la tête. Alors, entre nous soit dit, alors, tu vas me trouver relativement caustique, mais quand tu es en ville, tu as bien, pour être passé quand même de temps en temps, surtout si tu es en appartement, tu vas avoir une vingtaine, une trentaine de réseaux Wi-Fi qui se bousculent dans la pièce. Les compteurs Linky des voisins, tu vas te les ramasser de toute façon. Donc moi, à titre personnel, investir de l'argent pour installer un compteur, un anti-Linky chez moi, je ne suis pas certain que c'est ce que je ferai, personnellement. Alors qu'est-ce que je pense du compteur Linky? Le compteur Linky, on l'a refusé. D'ailleurs, on s'est bien marginalisé au village où on est, parce que Enedis a envoyé ses sbires pour mettre les compteurs Linky. On a rigolé d'ailleurs. Ils sont venus 3 fois. Il y a une fois où ça a été un peu musclé. Mais vu que je ne suis pas seul à habiter là et qu'on est nombreux, voilà, ils se sont calmés rapidement. Il y a même une fois où ils sont venus avec une nacelle, soi-disant pour travailler sur les poteaux électriques. À un moment, il y en a un qui m'a demandé ingénument s'il pouvait accéder à mon compteur électrique. Et quand je lui ai demandé avec insistance pourquoi il avait besoin de toucher à mon compteur électrique, au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils avaient un Linky et qu'ils étaient là pour le poser. Non, je n'ai pas permis le pose d'un compteur Linky chez moi parce que je n'en ai pas besoin. Ça n'apporte aucun service en plus pour moi. Et il y a des fortes suspicions de danger physique de l'appareil avec des incendies. Alors tu vas me dire, tu n'as pas eu besoin de ça pour avoir le feu chez toi. Ok, mais peu importe. Des incendies, des compteurs qui prennent feu. Le flicage, c'est-à-dire qu'on peut connaître ma consommation, on peut savoir si je suis chez moi, si je ne suis pas chez moi, et ainsi de suite. Et ça, je ne veux pas. Les courants pulsés qui circulent au travers des fils électriques. Alors déjà que le courant 220 Hz, c'est déjà très perturbant pour l'organisme, mais en plus, les informations pulsées qu'il envoie régulièrement sont encore plus perturbantes pour l'organisme, donc hors de question qu'on me file cette saleté chez moi. Après, je te dirais que si j'étais en ville, je ne sais pas si j'investirais de l'argent pour me protéger contre Linky. Peut-être que je prendrais une protection individuelle pour me mettre à la terre pendant que je dors, hein, donc tu vois vraiment pour me protéger pendant la nuit, je décalerai mon lit des murs et puis vraiment il y a des sortes de cages de Faraday qui t'isolent complètement ou des draps de mise à la terre qui te protègent du rayonnement électromagnétique. Tu peux aller regarder ça, ce sera beaucoup moins cher. Et ça au moins ça t'isolera complètement parce que de toute façon tu vas bloquer le compteur Linky le tien, mais tous les réseaux des voisins, les fils passent dans tes murs, donc tu contrôles rien. Et moi je garderai l'argent que j'ai de côté pour un jour peut-être, cassos, je me casse du four crématoire là, rempli de Wi-Fi et rempli de Linky. Et je vais me trouver une petite caravane en pleine campagne où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Linky, il n'y a pas d'électricité, mais au moins je suis heureux et mes besoins vitaux sont respectés. Ça c'est mon opinion à moi. Mais voilà, moi en tout cas si je devais choisir quelque chose, je choisirais un système d'isolation individuelle pour la nuit. Enfin, c'est quand même vraiment la nuit où le système il est perturbé, c'est la nuit que la régénération se passe puisque tu es censé être au repos. Et donc ça va, ouais, c'est là où ça peut vraiment perturber. Donc voilà ce que je ferai, moi la nuit uniquement. Question de Sébastien. Thierry, que signifie avoir plein de grains de beauté? Je ne comprends pas, y a-t-il une solution pour les voir disparaître? Alors les grains de beauté, normalement, c'est lié à des surproliférations cellulaires. On va dire que c'est des micro tumeur, je lâche le mot. Oui, le processus tumoral à l'échelle de l'organisme, il a lieu en permanence. Il y a des micro-tumeurs qui démarrent en permanence. On peut dire que les grains de beauté. Alors, il va y avoir des peaux qui vont être plus susceptibles de faire des grains de beauté. Ça, c'est la donnée épigénétique. C'est la donnée génétique. Mais il y a la donnée épigénétique qui me fait te dire que si tu as tendance à faire beaucoup de grains de beauté, ben peut-être essaye de modifier radicalement ton environnement, ton alimentation, ton rythme de vie et ça devrait évoluer. Si ce n'est pas le cas et que tu as déjà modifié, alors après il y a accepter la réalité, mais c'est pas pour se résigner, hein, mais c'est que des fois il y a des constitutions, tu vois, moi j'accepte aussi mon corps comme il est, avec ses difficultés, enfin voilà, c'est pas... Essaye de mettre en place tout ce que tu peux pour que ça évolue, et ça évoluera dans les limites de ce qui t'est donné. Et puis le reste, eh ben, il faut l'accepter. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Sinon, j'aimerais que tu fasses une vidéo spéciale sport. Pas que je veuille devenir un champion, mais j'aimerais trouver des moyens de performer un peu plus pour convaincre des gens des bienfaits du vivant. Alors, il y a quand même quelques vidéos sur cette chaîne. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait avec Jackie et Mimi, par exemple, qui font de l'ultra trail et du raid d'aventure. C'est quand même du costaud. D'ailleurs, que je salue, j'ai eu de leurs nouvelles il n'y a pas longtemps, un petit message audio qui m'a fait très très plaisir. Salut à vous deux les amis.
Italie. Et on vous attend pour les rencontres de la régénération, je vous préviens, vous y êtes sacrément attendus. Mais j'en ferai d'autres. Ok, je vais en faire d'autres, on va parler de sport, on va parler... Mais j'ai fait des vidéos sur le HIIT, j'ai fait des vidéos avec Jackie et Mimi, j'ai fait des vidéos quand même avec quelques sportifs, sur la course à pied et ainsi de suite. Donc vous pouvez les trouver, si tu tapes sport, entraînement physique, Casasnova sur Google, tu devrais les trouver. Et carrément, il fait chaud, mais je crève de chaud, quoi, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est infernal, quoi. Enfin, c'est infernal. On est en plein mois de février, j'enregistre cette vidéo, et il n'y a plus de coco. Oh, il va falloir bientôt s'arrêter. Moi, je tiens pas s'il n'y a pas de coco, hein, je vous préviens tout de suite. Où est-ce que j'ai mis mes feuilles? Non, mais c'est le minimum syndical et légal pour pouvoir avancer. Alors attends, je mets la feuille là. Ouais, on va peut-être arriver au bout, hein, si on est bien motivé. Voilà, je la mets là. Comme ça, je la retrouve parce qu'après, il faut que je vous fasse l'indexation. Et ça me prend un peu de temps. Alors, question de je sais pas quoi. Ils m'ont pas mis les noms. J'ai déjà pris contact avec toi il y a quelques semaines, je te reviens te donner de mes nouvelles. En règle générale, je jeûne toute la journée et je ne prends qu'un seul repas le soir depuis 1 an. Super. Je jeûne toute la semaine de cette façon. Super. J'ai un prédiabète. Le soir, avant de manger, je prends de la metformine. Donc la metformine, c'est un produit. On n'utilisera pas le terme de médicament, on ne va pas quand même être odieux. C'est un produit, la metformine, qui force le pancréas à produire plus d'insuline. C'est le seul médicament que je prends, donc c'est le seul produit que je prends de la journée, si ce n'est les plantes commandées sur le site Régénérescence. Je suis vraiment inquiète car ma glycémie est assez élevée au matin, monte et descend en journée, et après le repas du soir, elle est assez élevée. En journée, malgré le jeûne, j'ai parfois l'impression d'avoir un goût sucré en bouche. Mon repas du soir se compose d'une salade sans huile, de fruits, un jus et un petit morceau de chocolat noir. Ah ben c'est la faute au chocolat noir, bien sûr. Non, je blague. Alors, lorsque je prends ma glycémie en journée, elle commence seulement à se stabiliser vers 16-17 heures, juste avant mon repas du soir que je prends vers 19 heures. Je suis en train de me demander si cette alimentation me convient finalement. Alors, quelle alimentation? Donc, salade sans huile, fruits et jus. Pourquoi est-ce que tu prends une salade sans huile? Lorsque je t'écoute ou écoute le Dr Morse, vous dites que la glycémie après les fruits chute assez rapidement. Dans mon cas, c'est tout l'inverse. Ben, ça dépend de quelle quantité, c'est toujours pareil. Et si tu te manges une boîte de dattes, je peux te dire que ta glycémie, elle ne va pas descendre. De toute façon, même la glycémie d'une personne qui n'est pas en prédiabète ne va pas descendre. Combien de temps faut... C'est plutôt la combinaison... Alors, à savoir que si je ne mange que des légumes et pas de fruits, j'ai faim. C'est plutôt la combinaison des deux qui me coupe la faim. Et pourquoi tu n'essayes pas, par exemple, des légumes et des matières grasses, par exemple, pour voir un petit peu comment ça se passe? Ça pourrait être intéressant. Combien de temps faudrait-il à mon corps pour s'adapter à cette nouvelle alimentation? Pourtant, ça fait déjà 1 an. Merci pour ton aide. Alors si, c'est Sarah qui m'écrit ça. J'ai perdu un peu de poids, mais très peu, 3 kilos. Je ne suis pas spécialement en surpoids. 1m57 pour 57 kilos. Non, c'est pas un surpoids massif du tout. Alors écoute, je vais te donner plusieurs pistes. C'est toujours pareil. Bon, déjà, premièrement, le vivant est unique. Donc, en règle générale, effectivement, avec un prédiabète ou un diabète de type 2, les fruits permettent de stabiliser la glycémie, de contrôler la glycémie relativement facilement. Mais ça peut aussi ne pas se passer. Donc à voir, première remarque. Deuxièmement, je l'ai expliqué dans toutes mes séries de vidéos sur le diabète de type 2, surtout si tu prends de la metformine. En fait, tu prends de la metformine. Ouais. Il y a quand même une ambiguïté. Parce qu'en fait, jeûner toute la journée, c'est demander au corps de dégager tout le sucre qui est stocké dans les cellules. Et là, d'un côté, tu demandes au corps de sortir tout le sucre qui se trouve stocké dans les cellules, et ensuite, tu forces le pancréas à produire de la metformine. Alors, t'imagines bien que si tu forces le pancréas, un jour ou l'autre, le pancréas, il va se fatiguer et il risque de s'effondrer, et là, tu auras un diabète de type 1, qui aura été créé par ce que je n'appelle pas des médicaments, mais des poisons. Donc, d'un côté, tu jeûnes toute la journée, et ça c'est top, pour favoriser la sortie de matière, la sortie de sucre depuis les cellules. Tu vois ta glycémie monter, et là tu prends de la metformine pour la faire rentrer. Moi je crois que, en fait, le meilleur moyen de passer ce cap, ça serait de foutre la paix au corps. Et
de laisser la glycémie monter, dans la mesure où elle ne monte pas à des seuils délirants. Vous savez, la grosse arnaque du diabète, c'est pareil, c'est d'avoir dit aux gens, mais le problème, c'est votre glycémie qui monte. Alors que dans le diabète, le problème, c'est pas la glycémie qui monte. La glycémie qui monte n'est qu'un symptôme d'un problème sous-jacent. Alors comme c'est la glycémie qui monte, on fait tout pour que surtout la glycémie ne monte pas. Hein, on va prendre la metformine, on va tuer ton pancréas, tu vas te retrouver avec un diabète de type 1, qui est là autrement plus costaud à soigner. Là, je peux te le dire que c'est une autre affaire, une autre paire de manches. Une autre affaire de manches ou paire de manches? Enfin, une autre paire de trucs, quoi. Enfin, c'est plus compliqué. Tu vas prendre... En fait, c'est aberrant. C'est juste l'obsession du symptôme. Donc, moi, ce que je ferais, hein, dans la mesure où la glycémie ne part pas complètement en vrille. Bon, si elle part complètement en vrille, il faut... Je regarde où j'en suis du compteur. Si elle part complètement en vrille, il y a un moment où il faut calmer le jeu. Mais à ce moment-là, moi, le soir, je me ferai plus de légumes, matières grasses, et puis voir un petit peu comment la glycémie se comporte. Mais la glycémie, elle va monter. Parce que si on part du principe que le prédiabète ou le diabète, c'est une accumulation de sucre dans les cellules, parce qu'à force de prendre de la metformine et les autres saloperies de ce genre, et je pèse mes mots quand je parle de saloperies, eh bien, on aura forcé le sucre à rentrer dans les cellules, parce qu'on ne veut surtout pas avoir de sucre dans le sang. Le médecin, il ne veut pas voir. Il est content s'il n'y a pas de sucre dans le sang. Tu peux le foutre partout ailleurs, tu peux te le carrer là où je pense, c'est aucun problème, mais surtout pas dans le sang. Ah non, s'il n'est pas dans le sang, on est content. Si on n'est pas dans le sang, on va bien. Cette obsession de l'analyse de sang, mais c'est d'une imbécilité, mais je pèse mes mots, c'est d'une imbécilité crasse. Hein, c'est complètement idiot. C'est-à-dire, le sucre, il ne faut pas qu'il soit dans le sang. Dans les cellules, dans la lymphe, dans les tissus, ça peut être gavé de sucre au point de se nécroser, hein, au point d'avoir une dégénérescence qui fait qu'on doit t'amputer le pied et ainsi de suite, hein, parce que ça pourrit littéralement, parce que ton corps pourrit parce qu'il est gavé de sucre. Mais non, prends ta metformine, fous-moi ce sucre là où je ne peux pas le voir et ne change rien à ton régime alimentaire. Bouffe tes merdes, ne change rien. Prends ta metformine, prends tes piqûres d'insuline. Ne change rien, c'est ça le discours. Et toi, tu te retrouves amputé. Pourquoi? Parce que tu as ton corps qui est gavé de sucre. Hein, et qui pourrit littéralement. Il pourrit parce qu'il est gavé de sucre. Et donc là, le fait qu'en jeûne intermittent, tu vois ta glycémie remonter, pour moi, c'est super bon signe. Ça veut dire que tes tissus, ta lymphe, tes cellules sont en train de dégorger. Donc, moi, à titre personnel, j'arrêterai avec la metformine. Je laisserai le sucre remonter. Ça va durer un temps, tant que tu vas dégommer ton sucre. J'en rajouterai pas trop. Je prendrai peut-être pas trop de fruits. Je prendrai plutôt des matières grasses pour calmer le jeu. Et voilà comment je ferai, à titre personnel. Mais je ne suis pas médecin, j'ai pas de blouse blanche. Je n'ai pas le droit de te donner le moindre conseil en matière de maladie, parce que sinon, ça serait un exercice illégal de la médecine. Perso, je ne suis pas un boucher, donc il y a peu de risques que je fasse de l'exercice illégal de la médecine. Ok. Non mais je suis en colère parce qu'on se fout de votre gueule, quoi. Mais vous vous rendez même pas compte, on se fout de votre gueule, littéralement. Je veux dire, un diabétique de type 2, tu l'envoies au supplice. Et il y en a marre. Moi j'en ai marre. J'ai vu mon grand-oncle mourir du diabète de type 2, c'est une aberration. C'est une aberration par son corps épuisé, saturé de sucre, et c'est une aberration complète. Ah là, pour le coup, j'ai pas le prénom. Je pratique depuis une semaine, grâce à vous, un jeûne intermittent. Au top, je ne mange que le soir. Je regarde toujours les minutes. Je ne mange que le soir et parfois une pomme ou deux le matin. Tout se passe bien, j'ai plus d'énergie, sauf que depuis 2 jours, j'ai la tête qui tourne. Ça, c'est normal. Grosse réaction de nettoyage, c'est un symptôme. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il faut savoir que je suis Hashimoto. Donc, tu n'es pas Hashimoto. Tu as un phénomène d'attaque auto-immune sur ta thyroïde qui a lieu, tu n'es pas ta maladie. Déjà, on va clarifier la chose, tu n'es pas ta maladie. Et je t'en prie vraiment, ne te définis pas par rapport à ta maladie. Et j'essaie de prendre du Levothyrox qu'une fois sur 2 ou 3. Mon profil, j'ai 44 ans, 1m70, j'ai pris 10 kg en 1 an. Je suis une nageuse passionnée, crawl, que je pratique 3 fois par semaine, quand ça va. J'ai toujours eu un profil anémique en fer et en B12, et je prends du Levothyrox depuis que je suis enceinte de ma seule fille, donc depuis 6 ans. Je suis tombé sur une vidéo et je me dis enfin quelqu'un qui me comprend. Merci beaucoup. Bref, j'ai commencé un jeûne pour déjà arrêter cette prise de poids incontrôlable. J'ai les hormones qui font n'importe quoi. 2 fois plus d'oestrogène que de progestérone. Bref, auriez-vous quelque chose à me dire pour stabiliser les hormones, ralentir les oestrogènes et booster la progestérone? Que me conseillerez-vous par rapport à la prise de Levothyrox? Mon poids de croisière a toujours été 57 kg.
Je pense que le jeûne est certainement la meilleure des options. Parce que perso, moi, j'irai pas m'amuser à bricoler dans les hormones. Il y a les équilibres hormonaux sont tellement complexes. Quand tu vois le nombre de récepteurs aux oestrogènes, à progestérone qu'il y a dans le corps, c'est pas simplement des hormones qui vont jouer sur la sphère sexuelle, la prise de poids, le métabolisme et ainsi de suite. Ouais, ce sont des antagonistes des hormones thyroïdiennes. Et ouais, la thyroïde a quelque chose à voir avec la prise de poids. Parce que la thyroïde, c'est un peu le thermostat de ton corps. Ça règle la quantité d'énergie que tu vas dépenser, donc l'énergie que tu vas manifester au quotidien, et l'énergie et les nutriments que tu vas consommer. Quand ta thyroïde ralentit, quand tu as un épuisement thyroïdien, eh bien, la dépense d'énergie diminue et donc tu vas prendre du poids automatiquement. Moi, perso, je ne suis pas qualifié pour bricoler dans les hormones. Moi, je conseille toujours le jeûne et ensuite, on laisse faire. On laisse faire, on laisse le corps se stabiliser. Ça me paraît la priorité des priorités. C'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que moi, j'avancerais si j'étais à ta place. Je ferais rien de plus. Je suis en train de voir l'heure. En fait, j'ai un rendez-vous qui arrive. Je suis désolé. Je vais devoir vous laisser. C'était super bon. On s'amusait bien. On aura fait 1h23 de vidéo. Il me reste encore 1 page et demie ou 2 pages de vidéo et surtout il me reste une super annonce à faire. Je vous la ferai la prochaine fois. Enfin, je vous la glisse tout de suite. Je vais vous passer une annonce. Je suis en recherche d'un candidat ou d'une candidate pour un poste auprès de moi. Donc je vous en expliquerai plus la prochaine fois. Je recrute et j'embauche parce que j'ai besoin de quelqu'un, au moins une personne pour me seconder. Je vais vous dire exactement les critères que je recherche. Ça va être très très spécifique. Mais je vous dis ça dans la prochaine vidéo. Là je dois vous laisser. Je vois qu'il est l'heure. J'avais pas du tout vu l'heure. En fait j'ai mal calculé mon créneau horaire. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie tous sincèrement pour votre soutien. Je félicite toutes les personnes qui sont engagées dans une démarche de santé, toutes les personnes qui ont vraiment à cœur de voir leur vie transformée et celle des autres transformée, parce que c'est juste ça qu'on fait dans ces vidéos. Je vous rappelle, la promotion sur la formation de cure de jour est continue jusqu'au moins à la fin février. Et voilà, je vous assure qu'il y a des super témoignages par rapport à ça. Le stage pour mars, il est en ligne, vous avez le lien sous la vidéo. Les rencontres de la régénération, vous pouvez aller le voir sous la vidéo. Je vous remercie toutes et tous pour tout votre soutien, qu'il soit financier, qu'il soit non financier, qu'il soit quel qu'il soit. En fait, je suis extrêmement touché. Merci sincèrement à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et bonne régénération. Bye bye. On se retrouve, allez, j'enregistre la suite demain matin. Bye. Et je vous la diffuse un jour ou deux après. Ciao, ciao.